Duranton, qui est ingénieure d'études au département de conservation préventive du Centre de restauration des musées de France et qui va venir nous parler d'un projet qui concerne le silicagel et l'utilisation du silicagel pour son utilisation dans un contexte muséal. Ceux qui sont en distanciel, on n'est pas en pause déjeuner. On est juste en train d'aller récupérer le contact de Maroussia. Tu peux parler, s'il te plaît, pour voir si on t'entend bien. Il y a ton micro qui est muté, mais de ton côté à toi. Il faudrait que tu ailles sur mon ordi, enlever la mise en évidence de l'auditorium, s'il te plaît. Ah, mais non, je me suis trompée. Pardon, vous avez les mêmes initiales, c'est Marion Denis que j'ai mis en évidence. Autant pour moi, Maroussia. Voilà. Et donc, quand il n'y a que des initiales sur les côtés, c'est plus compliqué. Voilà, donc je vais chercher, donc pas Marion Denis, mais Maroussia Duranton. Autant pour moi. DM. Elle est là. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Elle était là. Hop. Je l'avais vue. DM, elle est là. Bonjour, ça y est, je suis là. Ouais, merci. Vous m'entendez? Merci Jeanne. Par contre, je ne peux pas partager mon écran, excuse-moi. J'ai pas les droits pour la caméra et le partage d'écran. Alors, normalement, je viens de te les donner. Pas encore. Ok. Alors, sinon, ce qu'on peut faire, si tu es d'accord, on peut laisser l'autre intervention. Comme ça, après, on fait les questions et moi, je te redonne la main juste après. Avec plaisir, pas de souci. Ok, excusez-moi pour ça. Oui. Ok. Donc, on va appeler en fait Muriel Rouault et Stéphane Lemoine pour une intervention sur la conservation préventive au sein des collections du musée d'Aubray et pour la présentation de leurs travaux. Les deux, vous avez vos micros ici, vous avez un micro chacun. D'accord, le pointeur. Très bien, merci. Merci de rien, c'est waouh. Bonjour à tous. Donc, on est très heureux de pouvoir vous présenter avec Stéphane le travail qu'on a réalisé autour de la conservation préventive des collections exposées du musée d'Aubray et de vous recevoir dans ce musée aujourd'hui. J'espère que vous aurez la chance de pouvoir le découvrir
tout à l'heure, si ce n'est déjà fait. Donc le musée d'Aubray a rouvert ses portes en mai 2024, donc il y a un petit peu plus de 18 mois, après des travaux d'envergure et 13 ans de fermeture. Donc un temps de fermeture vraiment très très long. Et la disposition des bâtiments et de la présentation des collections a beaucoup évolué. Donc vous voyez ici le plan du musée, donc avec ces 3 bâtiments qui composent le domaine. Donc l'exposition permanente présentée dans le Palais d'Aubray sur environ 2000 m², le manoir au centre de la parcelle qui accueille désormais nos expositions temporaires sur environ 400 m², et le bâtiment Voltaire qui accueille désormais uniquement les fonctions, on va dire, d'accueil du public et d'administration, alors qu'avant la fermeture, il était aussi dévolu à la présentation du parcours permanent. Donc ça, c'est le bâtiment d'accueil dans lequel vous avez déjà évolué, avec les différentes fonctions, boutique, auditorium, etc. Le manoir avec les expositions temporaires et notamment la présentation en ce moment de notre première exposition temporaire à cœur ouvert. Et le parcours permanent qui donc se décline sur 4 niveaux, présenté sur un parcours chronothématique avec les collections d'archéologie locale et nationale présentées donc, au niveau -1 avec les collections qui vont de la préhistoire jusqu'à l'époque viking. Les collections de beaux-arts et arts décoratifs du Moyen-Âge au XVIIe siècle au rez-de-chaussée, celles du XVIIIe et XIXe siècle au premier étage, et enfin au dernier étage, dans les combles, les collections d'archéologie méditerranéenne et les collections extra-européennes. Quelques chiffres clés du parcours permanent, donc comme je vous l'ai dit, 2000 m² d'exposition, 4 niveaux, 36 salles, 130 mobiliers muséographiques environ, un peu plus de 2450 œuvres exposées, et parmi ces œuvres, plus de 1200 objets d'archéologie nationale, locale, méditerranéenne et précolombienne. Donc la moitié des objets exposés dans le parcours permanent sont des objets d'archéologie. Avant l'ouverture du musée, on a également mené un grand projet de conservation-restauration des collections de 2019 jusqu'à 2024 qui ont concerné plus de 1400 objets, donc plus de la moitié des objets exposés ont été restaurés et plus de la moitié des objets restaurés l'ont été par nos collègues du laboratoire Arc-Antique. Donc un chantier très long avec 62 marchés externes également de conservation-restauration sur 2 accords-cadres, plus de 90 conservateurs-restaurateurs qui sont intervenus sur nos collections. Donc, quelques-uns sont présents aujourd'hui et je les remercie à nouveau pour tout leur travail. On a également plus de 500 objets qui ont été étudiés et non restaurés. C'est principalement des lots d'enduits peints gallo-romains et de plaquages en pierre gallo-romain qui ont été étudiés au centre de la peinture murale antique à Soissons et à la mission du Vieil-Évreux. Plus de 1973 donc, objets déplacés entre les réserves du musée, les ateliers et les laboratoires pendant 5 ans et plus de 13 000 km qui ont été parcourus par les équipes de régie des collections pour tous ces transports d'œuvres d'art. Et tout ça pour un budget de près d'1 million d'euros. Donc, au regard de tout le travail engagé pour la restauration de toutes ces œuvres, du temps, de l'énergie consacrée, il était évidemment exclu qu'une fois le musée ouvert, on ne se préoccupe plus des bonnes conditions de conservation du musée. Et donc, toute la politique de conservation préventive pour l'exposition permanente était complètement à repenser, puisque pendant 13 ans, les collections étaient dans les réserves, dans des conditions stables, protégées de tous les facteurs d'altération qui sont propres aux collections exposées. Et donc, on allait aussi créer un grand bouleversement, finalement, pour ces objets en les remettant en exposition. Donc, dès la conception en fait, du parcours permanent et de l'imagination des vitrines jusqu'à l'ouverture au public, les questions de conservation préventive ont vraiment guidé en fait, toutes nos réflexions, toutes nos actions autour des collections et de leur présentation. Donc, avant l'ouverture du musée, on a eu pas mal d'échanges avec tout ce qui était nos prestataires donc de scénographie, un scénographe, fabricant de mobilier, Socler par exemple. Et on a bénéficié dès le départ également bien, de l'accompagnement de nos collègues d'Arc-Antique, notamment pour la réalisation de tests d'audit sur les matériaux constitutifs des vitrines, des tests d'étanchéité qui ont été réalisés par le fabricant des vitrines,
La demande de l'équipement de la vitrine des arts graphiques avec une centrale pour un contrôle actif du climat. Et on avait également demandé sur toutes les vitrines qui allaient accueillir des collections métalliques ou organiques, la mise en place de tiroirs techniques pouvant accueillir des dispositifs d'absorption type Prosorb, etc. On a également travaillé étroitement avec les scénographes, les agenceurs, les socleurs, le bureau de contrôle pour toutes les questions également de portance des mobiliers muséographiques et de leur ancrage pour la prévention des risques de chute, de vibration et du risque sismique, puisqu'on est en zone sismique. Notamment là par exemple les grandes sculptures monumentales que vous avez là, qui font chacune à peu près 1 tonne, a nécessité en fait la fabrication d'un mobilier avec une énorme armature métallique reprise dans le mur, refixée dans le mur de l'autre côté de la salle. Donc tout est recouvert de bois, on ne le voit pas, mais on a eu vraiment beaucoup de discussions sur l'accrochage des collections de toute cette salle, avec des tests d'arrachement, et énormément de questionnements avec le bureau de contrôle. Également, plus, on va dire, classique, l'utilisation de matériaux tampons, surtout les soclages des objets exposés. Et puis, ça a été également la préconisation de certaines mesures de sûreté et de sécurité, notamment liées à la question du flux de visiteurs, avec, à ma demande, la mise en place de distances physiques ou laser devant certaines œuvres les plus fragiles, donc notamment devant la mosaïque gallo-romaine, une mise à distance pour éviter que les gens aillent la piétiner ou marcher trop près, et devant nos cabinets du XVIIe siècle, qui sont des meubles très fragiles, mais que les gens adorent toucher, la mise en place de barrières laser purement dissuasives, ça n'empêche pas qu'ils touchent, mais au moins ça permet d'alerter aussi les surveillants. On a également travaillé étroitement avec le bureau d'études de conception des éclairages pour la définition des niveaux d'éclairage de chaque espace en fonction des collections qui allaient y être exposées. Donc notamment tout ce qui allait être collection organique ou textile. On a fait poser des rideaux dans la plupart des salles pour limiter la lumière naturelle. Et sur les vitrines de nos bijoux qui accueillent un certain nombre d'objets organiques, donc notamment des bijoux en cheveux ou un certain nombre d'objets en ivoire, on a placé des caches qui nous permettent de garantir les 50 lux à l'intérieur, et c'est seulement en fait le visiteur qui va ouvrir pour découvrir les objets et limiter l'éclairement des objets. On s'est également formé et on s'est équipé, puisque ça faisait 13 ans qu'on ne faisait plus de conservation préventive dans les salles d'un musée. Donc j'ai notamment suivi une formation extraordinaire avec Florence Bertin, donc, à l'INP, sur l'entretien des collections exposées. On s'est également équipé en matériel pour l'entretien de notre parcours permanent, puisque tout le matériel qu'on avait allait rester au réserve, tous nos aspirateurs de conservation, etc. Donc on a dû doubler notre matériel et rééquiper entièrement le musée, puisque les réserves ne sont pas ici. Et on a également, avec toujours l'accompagnement et les conseils de nos collègues d'Arcantic, fait l'achat de capteurs thermo-hygrométriques enregistreurs pour pouvoir assurer le suivi climatique du bâtiment à distance. De mon côté, j'ai également travaillé avec l'équipe d'exploitation, notamment pour l'intégration de conditions spécifiques dans le marché d'entretien et de ménage des salles. C'est souvent quelque chose qu'on peut négliger, mais en précisant bien en fait, le type de produit qui doit être utilisé, comment est-ce que les équipes d'entretien et de ménage doivent circuler autour des collections, quels outils ils doivent utiliser, notamment pas d'auto-laveuse pour éviter les projections, etc. Donc, dès l'ouverture du musée, on a mis en place un certain nombre de protocoles. Donc moi, je me suis attelée à la rédaction du plan de conservation préventive et d'entretien des collections pour le musée. Alors évidemment, je n'ai pas inventé grand-chose. Je me suis lourdement référée et rapportée au vadémécum du C2RMF, également à la formation que j'avais suivie avec Florence Bertin. Et puis, je me suis aussi j'ai beaucoup échangé avec les 90 conservateurs-restaurateurs qui ont travaillé avec nous. J'aurais posé plein de questions tout au long des 5 ans du projet pour répondre à toutes les questions et bien anticiper la présentation des collections. On a mis en place une veille hebdomadaire en jour de fermeture, notamment parce que sur les 6 premiers mois d'ouverture, on a eu un gros problème d'empoussièrement, mais qui est assez normal. C'était la retombée des poussières du chantier. Donc la poussière était un peu notre ennemi numéro 1 pendant ces 6 premiers mois. Et on a mis en place un tableau de suivi où toutes les semaines, on note toutes les anomalies, toutes les actions que l'on réalise pour garder la trace de tout cela. Je ne vais pas trop développer le point suivant, qui est la mise en place d'un groupe de travail avec Arcantic sur la question du suivi climatique et des polluants. Donc depuis l'ouverture, on a vraiment instauré de façon permanente cette veille sanitaire hebdomadaire.
On procède également au dépoussiérage intérieur des vitrines 1 à 2 fois par an en fonction des vitrines. Et on a mis également en place des sessions de veille sanitaire annuelles qui consistent surtout dans la vérification de la contamination, du dépoussiérage un peu plus technique que nous on ne sait pas faire, avec des conservateurs restaurateurs pour les objets hors vitrine surtout, donc les sculptures, les peintures, les mobiliers. Et on a également procédé déjà à la réalisation de petites interventions minimes sur quelques œuvres. En ce qui concerne la lumière, on a mis en place un plan de rotation des collections pour tout ce qui était collection textile. On a fait réaliser des facsimilés pour en remplacer certains. Et j'ai également demandé l'ajout de filtres sur certaines ouvertures où la lumière naturelle, en fait, dans certaines salles, était trop forte malgré le traitement des vitres. Donc, là, notamment pour la couverture de momie, on a fait remettre un filtre sur l'ouverture. Et puis on a également mis en place un suivi autour des nuisibles, puisque les premiers mois d'ouverture, on s'est retrouvé avec la présence de mythes du textile dans les salles, dans des salles où il n'y a pas de textile en fait, dans les combles, dont on n'a pas réussi à déterminer la source. Donc on a mis en place en fait un piégeage avec une 60aine de pièges de différentes natures, donc pièges lumineux, pièges collants pour les rampants, pièges à dermestre, pièges à mythes, donc des pièges à phéromones, avec un relevé hebdomadaire et un changement tous les 3 mois. Et on n'a plus de mythes grâce à ce piégeage. Donc on a réussi à venir au bout de cette infestation. Et puis, dernier point sur lequel j'ai travaillé, c'est penser en fait la gestion des risques et des sinistres au sein du musée avec la rédaction du plan de sauvegarde pour le parcours permanent, l'achat de matériel en cas de sinistre, matériel d'urgence, et l'organisation d'un exercice incendie avec composante PSBC avec le SDIS 44 qui a eu lieu en novembre dernier. Toutefois, il y a un point sur lequel on a eu un peu plus de difficultés à agir et à obtenir des conditions satisfaisantes. Ce sont tout ce qui est la gestion des conditions climatiques au sein des espaces d'exposition, qui reste encore un point un peu plus complexe à gérer du plan de conservation préventive. Et puis, je vais laisser Stéphane vous en parler. Merci Muriel. On va changer. Je vais pouvoir appuyer. Merci. Donc, parmi les facteurs de dégradation qu'a énuméré Muriel, j'aimerais revenir sur ceux qui vont faire l'objet d'une surveillance un peu particulière. Bon, les facteurs de dégradation, il y a la lumière, et Armand nous a dit que ça pouvait être l'absence de lumière aussi. Il y a la poussière, parce que chaque poussière est une éponge qui va capter des polluants et initier des corrosions ou des usures. Mais il y a également l'humidité et la température, inapproprié pour les métaux, mais pas que. Sur les céramiques, par exemple, on peut avoir des cycles de variation d'humidité qui font qu'on a production de sels solubles, dissolution et destruction progressive. Et puis, sur certains objets aussi, des instabilités hygrométriques produisent des corrosions. Ce n'est pas tant une hygrométrie élevée ou une hygrométrie faible, mais c'est leur variation qui induit des corrosions récidivantes. Donc les polluants, on en a parlé. J'ai parlé avec certains d'entre vous de polluants soufrés qui pouvaient occasionner sur des cuivreux Armand n'est pas là, des black spots qui dégradent donc le mobilier archéologique parfois. Ce sont des émanations soufrées qui vont conduire à la production de sulfure de cuivre assez disgracieux et un peu destructeur quand même. Dans les polluants, on a aussi les acétates et les composés organiques volatiles qui vont attaquer, tout le monde le sait, le plomb, et transformer progressivement un objet en plomb en carbonate de plomb, autant dire un petit cube de plomb en morceaux de sucre et ensuite en petits monticules de sucre en poudre. Et puis, Philippe en a parlé, des polluants soufrés aussi, qui peuvent attaquer l'argenterie, même archéologique. Là, vous voyez à droite un plat, c'est exactement comme la paroi du sarcophage qui a été montré tout à l'heure, qui a été verni. Une face n'a pas été un oubli de restaurateur, moi en l'occurrence, a fait qu'une zone est restée nue et qu'avec la pollution ambiante, progressivement, l'argenterie se ternit. Il y a évidemment d'autres facteurs de dégradation qui n'ont rien à voir avec l'environnement. Donc les bâtiments qu'a présenté Muriel, on va se concentrer sur les expos permanentes, donc le bâtiment de gauche. Ce sont en fait des boîtes fermées, ces bâtiments. Il n'y a pas de circulation d'air intempestive à l'intérieur de ces espaces. Les chauffages sont assurés par
et on va parler du N-1 qui accueille notamment l'essentiel de l'archéologie. Donc le chauffage est assuré par une dalle active, donc un serpentin chauffant sous une dalle, complété par un système de radiateurs traditionnels et de ventilo-convecteurs qui vont ou chauffer ou refroidir les ambiances en fonction de consignes qui sont données. Et il existe également, évidemment, des centrales de traitement d'air, des CTA, qui sont des grosses machines. 2 équipent le bâtiment abritant le parcours permanent, une à l'est, une à l'ouest. Et elles obéissent à des consignes de température plus que d'humidité et aussi et surtout disposent de capteurs de CO2 de façon à effectuer un renouvellement d'air pour les visiteurs, pour éviter l'accumulation de CO2. Voilà les grosses machines qui prennent pas mal d'espace dans les volumes techniques des bâtiments, dont le coût annuel de fonctionnement est à 6 chiffres, ce qui est assez considérable. Donc, on a mis en place un système permettant de surveiller dans différents espaces la température et l'humidité en ayant développé une flotte de capteurs température-humidité en liaison Wi-Fi. Pour détecter l'acidité des atmosphères, nous avons des petites bandelettes toutes simples, dérivées de ce que les chimistes appelaient le papier tournesol dans le temps, donc qui comporte un indicateur coloré qui va virer en fonction de l'acidité de l'air. Et puis, on a développé aussi des petits portoirs fabriqués maison en polypropylène, pouvant accueillir des métaux de référence sur 2 rangées. La première rangée, ce sont des métaux de référence argent, cuivre et plomb à moitié vernis. Et la deuxième rangée, ce sont des coupons qui n'ont pas du tout été vernis. Et je vais vous dire pourquoi. Donc l'ensemble des implantations est repéré sur plan et fait l'objet donc d'un suivi quasi constant. Les portoirs et capteurs sont implantés majoritairement en vitrine. Donc dans les vitrines que vous décrivez, Muriel, vous avez là à gauche le système complet, si je puis dire, le capteur blanc avec le portoir dessus et dessous donc la petite bandelette acide. Et puis ces capteurs étant magnétiques, on peut les fixer à des socles comme en haut à gauche. Et puis dans certains cas, les portoirs sont complètement visibles comme en bas à droite parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit pour les implanter. Quel est le bilan après 12 mois d'ouverture de tels dispositifs? Eh bien, après 12 mois, on observe une légère acidification des ambiances. Vous pouvez voir le témoin en dessous et le relevé daté 1 an après. Donc une atmosphère un peu acide. En ce qui concerne les polluants, eh bien, on peut voir que la rangée du haut, tout à fait en haut à gauche de ce portoir numéro 5, à moitié verni, on voit une différence de couleur évidente. Donc on a des phénomènes de pollution qui viennent ternir les métaux. C'est un phénomène qu'on a observé également sur certaines collections, non pas l'argenterie que je vous ai montré tout à l'heure parce qu'elle avait été protégée par un vernis, mais sur la numismatique d'argent qui, elle, n'avait pas été protégée. Donc, plusieurs choses. La protection de l'argent est efficace. On a, en dépit de la présence de polluants, puisqu'on a de l'argent non protégé qui ternit, et on a noté sur des objets cuivreux notamment de rares cas de reprise de corrosion. Bon, pour évaluer les polluants, on a effectué des mesures, on a bien sûr une impression visuelle qui est évidente, mais on a voulu effectuer des mesures colorimétriques et des mesures de résistance liées au développement des produits de corrosion. Et on voit donc qu'en fonction de leur implantation, eh bien, ces coupons métalliques peuvent être très ternis, relativement corrodés ou pas trop. C'est pas homogène en fonction des implantations. Ça sont les mesures colorimétriques. Ça, c'est une mesure de résistance à la polarisation. Le petit V bleu montre qu'il y a une réaction chimique qui se passe et donc on détruit un produit de corrosion qui s'est formé avec l'atmosphère. Normalement, on devrait avoir une courbe tout à fait plate. En ce qui concerne les mesures de température et d'humidité, donc les capteurs sont reliés, communiquent avec le réseau Wi-Fi du musée
pour héberger des données de température et d'humidité collectées à cadence horaire sur un cloud qui héberge donc toutes les données. Et ces données sont récupérables depuis un ordinateur, une tablette ou un téléphone, que ce soit ici dans le musée, à Arc-en-Ciel, ou bien très loin d'ici. Pour faire une synthèse rapide, eh bien, on a un musée qui se comporte un peu comme un immeuble d'habitation du 19e siècle, c'est-à-dire une cave qui est un petit peu humide, des niveaux de rez-de-chaussée et d'étages qui sont tout à fait dans les clous, et puis évidemment un étage sous comble qui est un petit peu trop chaud l'été. On voit sur les 4 graphiques de droite, j'en ai choisi un par niveau, qu'on a les mêmes variations. Il n'y a que les amplitudes qui diffèrent. C'est-à-dire qu'il y a un brassage d'air relativement homogène dans tous les espaces du musée, et on a partout les mêmes tracés, au moins dans leur allure générale. Quel est l'effet d'une vitrine au niveau du contrôle climatique? Eh bien, un capteur est installé dans une vitrine, un autre à l'extérieur, et voilà les deux relevés température-humidité. Les températures de l'intérieur de la vitrine et de l'extérieur sont strictement identiques, et les humidités relatives pouvant régner dans l'ambiance sont amorties par la seule présence de la vitrine. Vous avez le tracé bleu en bas, qui est celui de l'ambiance, et le tracé bleu en haut, qui est le même pour la même période à l'intérieur de la vitrine. Donc on a des variations, mais qui sont quand même malgré tout amorties. Donc globalement, on a un climat qui est assez satisfaisant sur 12 mois, avec un traitement d'air au niveau de la température et de l'humidité qui sont corrects. On a néanmoins un souci de polluants. On a constaté que les vitrines remplaçaient leur rôle au niveau de la stabilisation de l'humidité relative, mais on note aussi que les installations sont terriblement énergivores. Donc on a effectué après ces 12 mois des mesures correctives. Il a été envisagé d'installer des dispositifs de purification d'air, d'installer dans les milieux d'archéologie des cassettes absorbant l'excès d'humidité qui pouvait s'y trouver. Et pour ce faire, on a redéployé des capteurs. On va installer de nouveaux coupons métalliques après les mesures correctives et dans les salles et dans les vitrines pour voir si on est toujours aussi pollué. Et on va essayer de maîtriser les coûts énergétiques en élargissant ce qu'on appelle les valeurs cibles pour moins solliciter les installations techniques de climatisation. C'est-à-dire qu'on a une fourchette de température et d'humidité en consigne qu'on va élargir de façon à ce que ces installations soient moins sollicitées. Donc vous avez là, au niveau du rez-de-chaussée, une installation de 5 capteurs, d'unités de Prosorbe au moins dans 4 vitrines, et puis des portoirs métalliques dans 2 espaces. Alors, on a installé le Prosorbe vers la mi-novembre de l'année dernière, et voilà la modification des tracés qui s'ensuit. Vous avez en rouge, c'est l'ambiance d'une salle, donc qui ne comporte pas d'absorbeur d'humidité. Et en bleu, c'est le tracé de l'humidité relative à l'intérieur d'une vitrine. Donc on voit qu'on a une très bonne stabilisation des valeurs, mais à un degré peut-être encore un peu trop élevé. Ici, c'est une autre représentation graphique, c'est l'humidité relative qui règne dans une vitrine par rapport à l'humidité relative qui règne dans l'espace. On voit que quand l'humidité relative varie de 40 à 65% dans l'ambiance de la salle, eh bien, elle ne varie que de 48 à 57 dans la vitrine. Donc on a une meilleure stabilité. Il va falloir maintenant s'attaquer au problème des polluants. On ne sait pas, mais il n'est pas souhaité, je crois, d'installer des filtres sur les admissions d'air des centrales de traitement d'air. Il va donc falloir installer des produits absorbeurs d'humidité dans les vitrines. Donc on a le choix entre 2 types en fait, d'absorbeurs de polluants, des films chargés en particules métalliques actives et puis des composés type zéolite synthétique qui vont absorber les polluants, et comme le plus simple c'est le charbon actif. Se pose le problème de connaître le volume des polluants à installer, ainsi que les quantités de films à installer et où les installer pour, pour avoir une efficacité. On en est encore au niveau des tests et on se propose d'utiliser peut-être pas tous les produits, mais au moins 2 dans des quantités différentes.
et voir un peu ce qu'on peut, au bout d'un certain temps, comment on peut évaluer leur efficacité et réadapter ensuite en quantité en fonction des volumes des vitrines. Donc ça reste à faire. Donc le gros avantage de la structure Grand Patrimoine associant un musée et Arts Quantiques, c'est qu'on a un suivi qui est collégial, il est partagé entre le musée et Arts Quantiques, et sans limitation de durée, c'est-à-dire qu'on peut renouveler ces expériences et ce suivi. On n'est pas tributaire d'un marché quelconque, on a des moyens typiquement maison de surveillance que l'on peut évaluer. Et donc, on peut faire ça pendant des années et opérer également des tests en conditions réelles et pas sur des vitrines tests ou des ambiances tests. On a la chance de pouvoir être dans le musée et pouvoir tester en grandeur réelle et sur des durées réelles. Il n'y a pas de vieillissement artificiel ou quoi que ce soit, l'effet des mesures correctrices. Mes remerciements vont à l'équipe de la conservation et notamment de la régie du musée, le service énergie également du département de Loire-Atlantique qui nous communique pas mal de données, l'équipe d'Arts Quantiques, je ne suis pas tout seul à faire ça, Jeanne y est associée, ainsi que des membres de l'équipe, notamment pour les analyses, et puis surtout un grand merci au C2RMF pour la création de fiches techniques qui sont sur leur site concernant le climat, et surtout la création, l'invention par le C2RMF d'outils d'évaluation climatique qui s'appelle Climatrice et qui sert à analyser le climat avec une relative simplicité. Voilà. Merci beaucoup pour cette restitution très intéressante. On va faire une première séance de questions, si vous le voulez bien, le temps qu'on puisse mettre en place l'intervention à distance avec nos intervenants de ce début d'après-midi. Et je vois déjà au moins trois questions, 4. Oui. Oui, j'aurais une question pour le musée d'Aubray et voilà, la présentation qu'on vient de voir. Est-ce que la gestion du climat avait été envisagée dès la réflexion du musée au niveau du bâti ou est-ce que dès le début, c'était les CTA et le Prosorb qui avaient été envisagés pour les vitrines? Alors, en fait, comme sans doute d'autres exemples, on n'a pas été associés aux réflexions bâtimentaires sur les systèmes de chauffage à l'origine. Nous, on est arrivé un peu plus tard dans le projet, donc on a fait avec ce que l'architecte avait prévu. On a d'ailleurs eu quelques difficultés avec Jeanne, avec Stéphane, à même obtenir les fiches techniques des CTA, les modèles, les valeurs cibles qui avaient été programmées. Les premiers mois, on n'arrivait pas à obtenir ces données-là. Et on ne pouvait que constater que ça ne fonctionnait pas. Et les 6 premiers mois ont été vraiment très compliqués parce qu'on avait un climat qui n'était pas du tout adapté dans les salles. Et c'est suite aux premières réunions qu'on a fait ensemble et avec le service énergie où il y a des mesures correctives qui ont été apportées sur les valeurs cibles et tout de suite, ça s'est vraiment vu sur les courbes. On a enfin réussi à bien stabiliser le climat. Donc c'est souvent en fait, nous, même les régisseurs, etc., on est souvent très tardivement associés aux discussions architecturales et bâtimentaires et on doit ensuite gérer les problèmes. Et très naïvement, on pense souvent qu'un bâtiment neuf, c'est super. Et en fait, un bâtiment neuf, ça ne fonctionne jamais de façon correcte dès le départ. D'autant plus que nous, on n'a pas eu le temps de faire de marche à blanc du bâtiment, puisqu'on a eu les clés un vendredi et le chantier d'installation des collections commençait le lundi. Oui, on aurait aimé pouvoir tester les espaces sans aucun système de ventilation, de climatisation, voir comment se comportait naturellement le bâtiment. Ce qu'on ne peut pas faire du fait des visiteurs et de cette fameuse teneur en CO2 et taux de renouvellement d'air, etc. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre une panne générale du système qui nous donnera peut-être une petite fenêtre pour tester. Moi, j'ai une question pour Philippe. Avec quoi tu as protégé le sarcophage et à quel pourcentage? Et est-ce que
Vous avez la deuxième partie de ma question, c'est est-ce que vous avez déjà réfléchi à mettre un traceur qui fluorescerait aux UV pour vérifier l'application du vernis? Ah oui, Pour être sûr d'avoir verni correctement. Ouais. Parce qu'on est tous face à ce problème-là. Ouais, donc, ouais. bon. Un petit paraloïde à 48 à 30%, pour répondre à ta question. Ah, c'était un 44? Ah ouais. Ouais, à 30%, ouais. Acétone. Et bah oui. Marine, tu me corriges, mais moi oui, non, c'était ça. En fait, on avait, pour les solvants, c'était la difficulté de trouver des solvants au Caire, qui soient, je pense qu'on aurait pris autre chose qui puisse peut-être aller moins vite dans son évaporation. Et puis pour pas louper de spot, on partait d'en haut à gauche, si tu veux. Et puis on regardait bien, on s'arrêtait et on repartait. Et puis on a eu un long travail pour essayer de faire en sorte que ça soit bien lisse et qu'il n'y ait pas de traces. Et en fait, 30, parce que la première fois où je suis parti, où j'avais mis que à quelques pourcents, en voulant faire un film le moins visible possible, ça n'avait pas fonctionné. Et ensuite, dans la vitrine, on a installé un absorbeur de sulfure sous le... Alors, les vitrines, c'est pas moi qui choisis, c'était les anciennes vitrines des sarcophages de Toutankhamon. Donc, ils les ont mis là-dedans. Et on a installé, j'avais acheté un tissu absorbeur. Combien de temps il va durer, quand est-ce qu'ils vont le changer, que ça, moi je n'ai plus en fait la possibilité de suivre ça en fait. En tout cas, on sait que ça fonctionne. Moi, je l'ai vu Oui. il y a 3 semaines Tu m'as beaucoup rassuré avec ta photo et je voulais la mettre et je sais pas, j'y suis pas arrivé. Pourtant elle était bien. Oui, voilà, comme l'avion. Ouais. Moi, j'ai une question avant de passer. Pardon. En fait, c'est pour le musée d'Aubray, pour les collections. J'ai cru comprendre que c'était très cher. Donc, en termes de. En fait, c'est la maintenance, c'est ça qui est très cher, c'est la consommation énergétique. Et la consommation. Mais avec la mise en place du décret tertiaire, là, je ne sais pas si vous avez en entendu parler, c'est l'obligation de faire des économies d'énergie dans tous les bâtiments tertiaires. En fait, ça va se passer comment si c'est hyper... ouais, non, je sais pas. Je sais pas trop. Après, c'est vrai que les musées, c'est souvent sur une ville ou pour une collectivité, un des bâtiments avec les hôpitaux qui consomment le plus. C'est le cas du musée d'art de Nantes, c'est le bâtiment qui consomme le plus à l'échelle de la ville aussi. Là, je sais pas trop si on a des données. Toi, tu sais peut-être, non ? L'objectif du projet, c'était justement de pouvoir vraiment élargir les données cibles et donc réduire la consommation pour aller moins tirer sur la CTA et venir en proximité réguler les vitrines où on avait à la fois des valeurs qui étaient inadéquates et puis de l'impact sur les collections. Donc on a finalement, on est passé il y a combien de vitrines dans le musée ? Au départ, sur les 130 vitrines, je pense qu'il y en avait à peu près la moitié qui étaient supposées être équipées avec du ProSorb. Et moi, quand j'ai commencé à chiffrer, j'étais à plus de 15 000 euros d'achat de consommables. Donc j'en ai parlé avec Stéphane et Jeanne qui m'ont dit « Mais Muriel, en fait, peut-être qu'il n'y a pas besoin ». Et avant de te battre, il faut savoir contre quoi tu te bats. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur ces systèmes de capteurs pour faire des mesures, savoir si on avait vraiment des problèmes d'humidité, si oui où, et lutter de façon plus ponctuelle aussi. Après, sur les températures, on est quand même relativement, malgré tout, raisonnable, puisque dans les salles, il fait plutôt autour de 17, 18 degrés là, en hiver. On ne chauffe pas très très fort, et malgré tout, on est quand même sur des consommations assez importantes. Je continue. Désolée, Aymeric. Et vous pratiquez
la fluctuation des températures et du climat en fonction des saisons, ou c'est uniforme sur toute l'année? C'est pas chauffé. Le système de radiateur, évidemment, ne fonctionne que de novembre à mars. Et ensuite, la régulation du taux d'humidité par la CTA, par contre, fonctionne en permanence. Après, il faut bien comprendre qu'en fait, nous, on n'a aucune visibilité et on n'a pas du tout la main sur le réglage des CTA. C'est uniquement le service énergie du département qui gère ces valeurs cibles. Donc voilà, donc c'était important pour nous qu'on puisse évaluer vraiment et leur dire... et en plus, leurs capteurs sont dans les murs et nous, on a mis des capteurs dans les salles. Et déjà, il y a des différences entre les températures et l'humidité relative sur lesquelles ils se basent et nous, les nôtres. Parce qu'au départ, donc le premier été, on a eu un été 2024 extrêmement humide. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il pleuvait, c'était affolant. Et donc, on a des œuvres qui ont déjà commencé à bouger au bout de 2 mois d'ouverture, des cadres qui ont commencé à fissurer et tout. Donc, c'était un peu la panique. Et on s'est rendu compte qu'il faisait vraiment très, très humide dans les salles. Et quand on en a parlé avec le service énergie, il me dit, maintenant, nos capteurs, ils nous disent, on est OK, on est à 50%. Oui, mais vos capteurs, ils sont au niveau des bouches. Donc évidemment, nous, les salles, elles sont loin des bouches. Et grâce à nos capteurs, on a pu leur prouver que non, il y avait des problèmes dans les salles. Si on ne s'était fié qu'aux capteurs de la CTA, on n'aurait pas réussi à mettre de chiffres en fait, sur les problèmes qu'on rencontrait. C'est plus clair, merci. J'avais une question pour toi, Philippe, sur l'argent. J'ai 2 questions. Une première qui est un peu à la rigueur collégiale, c'est sur l'utilisation de la tuyauterie sur le nettoyage des argents. Je sais qu'il existe, mais je trouve qu'il n'y a rien de très très clair. C'est pour ça que c'est une question un peu collégiale des textes, de la biblio qui est assez critique sur le vieillissement de la tuyauterie. Donc je voulais savoir pourquoi, à la rigueur, ne pas s'être contenté juste du blanc de Meudon. Voilà, c'est peut-être aussi juste des questions de temps pour le faire. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est quelle technique et résine tu as utilisée pour l'impression 3D? Alors, pour le Thioré, effectivement, il y avait une question de temps aussi. Et on a fait plusieurs tests, effectivement, en termes de rester dans les délais, ça allait beaucoup plus vite. Après, pour ce qui est du vieillissement, après on a fait des gros rinçages, parce qu'on utilisait aussi du blanc de Meudon, et donc on était obligé de bien rincer. Voilà. J'avais lu aussi, effectivement, qu'il y avait... c'était pas décrié, mais il y avait des réflexions là-dessus. Le gros paradoxe de la tuyauterie, c'est qu'elle contient du soufre. Ouais. C'est pour nettoyer l'argent. Ouais, mais il n'y a rien d'hyper clair non plus. C'est pour ça que c'est une question collégiale, parce que la bibliographie dit que, mais un pan de la biblio et d'autres disent qu'il faut l'utiliser. Donc je trouve qu'il n'y a rien de très clair là-dessus. Et pour ce qui est de la question sur... Alors, c'était la résine exacte, je pourrais pas te le dire, franchement, il faudrait que ipso facto soit là. Et elle l'est, mais tu n'étais pas sur le projet. Bon, il y a eu une grosse réflexion, justement. Je voulais surtout pas quelque chose qui puisse vieillir et relâcher du soufre, justement, dans le système. Donc, on était parti sur un polypropylène, mais alors lequel exactement, je pourrais te communiquer de ça plus tard. Et la technique, tu te souviens, la technique d'impression à proprement parler, est-ce que c'est du filaire ou du filetage? C'est du filaire. Ouais, c'est du filaire. Okay, ça marche. Ok, merci. C'était pour la question du soclage. Il y a des tests de résistance mécanique qui ont été faits sur les socles en résine pour la portance du poids, apparemment qui avait l'air conséquent dans la durée, qu'il n'y ait pas de risque que ça casse, comparé par exemple à un socle en métal plus résistant. Alors non, il n'y a pas eu de test de résistance. C'était, comment on dit, gros doigt. En fait, on est parti du principe. Voilà, on a ajusté l'épaisseur en fonction de ce qui nous semblait le plus... en sachant que à partir du moment où le couvercle vient poser sur les tranches de la cuve, il n'y a plus de résistance vraiment. Ça répartit, mais de toute façon, on est obligé que ça soit en contact. Et les ressorts permettent que ce ne soit pas non plus en contact fort. Mais voilà. Donc, ouais. Ah, d'accord, oui.
Bah oui, là, la volonté, c'était que ça soit invisible et que ça soit fermé. Moi, j'aurais une question sur aussi les supports. En fait, ton support, le poids, il est supporté par le fond de la cuve. Oui. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque de déformation du fond de la cuve? Alors, le fond de la cuve est relativement plat. Donc, je pars du principe que, normalement, on a fait en sorte qu'il n'appuie pas sur les rebords ou autres. Il appuie aussi beaucoup sur les bandes latérales qui ont été mises. Donc, ça se répartit ensuite sur cette structure secondaire. Et encore une fois, le poids, il n'est pas énorme à partir du moment où le couvercle est fermé, puisqu'il vient reposer sur les tranches de la cuve. Donc, je ne pense pas que... et puis surtout, il est rigide. Donc, il faudrait que, effectivement, le socle lui-même en plastique commence à se déformer pour pouvoir faire des points spécifiques. Mais là, normalement, il y a une répartition assez homogène de toute la surface du revers de mon socle sur l'intérieur de la cuve. D'accord. J'aurais une question aussi pour Stéphane. À un moment, tu as dit qu'il n'était pas question de mettre des filtres sur les arrivées d'air de la CTA. Oui. Pourquoi? C'est des histoires de perte de charge, c'est-à-dire que les appareils, les aspirateurs, pour simplifier, sont dimensionnés pour tant de volume d'air heure, et que si on commence à mettre des filtres devant, eh bien, on va encore plus solliciter les machines parce que le débit va être ralenti, et comme il va falloir l'assurer, la machine va tourner encore plus fort. Voilà. D'accord. Ou bien elle sera carrément, c'est l'alternative, elle deviendra sous-dimensionnée. Voilà. D'accord. Et mon autre question par rapport à la problématique du coût, qu'est-ce qui bouffe de l'énergie? Est-ce que c'est le contrôle climatique ou est-ce que c'est la ventilation? Ça, je sais pas. Non, je pense que c'est vraiment la ventilation. Les Parce que machines si sont c'est la gigantesques, ventilation, en fait. quelle que soit la plage climatique, oui, ça change. Ça bouffera la même énergie, en fait. Il y a la ventilation en tant que telle, c'est sûr, qui n'est déclenchée. Il y a un taux de renouvellement d'air interne en général, et quand commence à y avoir trop de CO2, on introduit de l'externe qu'il faut traiter. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que il faut quand même réguler la plage climatique, température, humidité, et si elle est très précise, eh bien, on sollicite les appareils de façon à respecter ces valeurs. Donc la ventilation, elle n'est pas en continu. Continuer la discussion à la pause café parce on va prendre beaucoup de retard, sinon il est déjà 15h15, on aurait dû terminer les présentations. Merci à vous tous pour ce temps d'échange qui voilà. Et on va donc laisser la parole à Maroussia Duranton en distanciel pour la présentation du projet Silica Gel qui va faire du lien absolument incroyable, cette organisation, avec la présentation précédente. Là, il faut se lancer des fleurs de temps en temps. Et Maroussia, je te laisse prendre la parole. Bon, merci beaucoup, Jeanne. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Bon, super, je me lance. Merci, bonjour à tous. Merci beaucoup aux organisateurs de nous avoir invités et donné l'opportunité de présenter ce projet, le projet Silica Gel, qui a commencé début 2024 et qui, je l'espère, va se clôturer cette année en 2026. Je précise juste qu'aujourd'hui, je suis la porte-parole d'une équipe pluridisciplinaire et vous voyez le nom de mes collègues affichés à l'écran. Avant de vous parler plus en détail de ce projet et de sa méthodologie et de ses objectifs, je fais un rapide rappel, même si je pense qu'ici tout le monde connaît bien le principe de la technique. Donc, au sein des musées, le silica gel, ou plutôt le gel de silice, il est utilisé pour réguler le taux d'humidité relative dans un environnement clos, en l'occurrence les vitrines de présentation, et on le place dans le compartiment technique. Ce matériau, il peut être qualifié, on l'appelle un peu de super hygroscopique, car il est capable de tamponner les variations d'humidité et il peut, dans certains cas, remplacer des équipements automatiques type mini-climat, comme on a vu juste avant. Il permet même de maintenir une humidité relative différente du climat extérieur, du climat environnant de la vitrine.
Donc, sachant qu'aucune vitrine n'est 100% étanche, le produit tendra toujours à s'équilibrer progressivement avec le climat extérieur. Mais lorsque les paramètres sont bien maîtrisés, et les paramètres, on va le voir, ils sont multiples, que ce soit les paramètres de la vitrine ou les paramètres de conditionnement du gel de silice, eh bien, le système, si tous ces paramètres sont bien maîtrisés, le système peut rester efficace pendant plus d'1 an. Et lorsque le produit n'est plus efficace, les utilisateurs ne le savent pas toujours, mais il est possible de le régénérer en le rééquilibrant à l'humidité relative cible, l'humidité relative souhaitée au sein de la vitrine. Et donc un gel de silice qui va être correctement employé au fur et à mesure de ses cycles d'utilisation, on peut l'utiliser pendant plus de 15 ans. Donc, si maintenant on arrive au projet Silica Gel, ce projet, il est né d'abord pour répondre à un besoin terrain, le besoin des musées, de la communauté des musées, tout en étant en adéquation avec les directives du ministère de la Culture, parce qu'il est apparu ce projet au moment où on commençait à se poser des questions autour de la sobriété énergétique et où on voulait aussi entamer une transition écologique raisonnée qui incite peu à peu à, quand c'est possible, s'affranchir de technologies énergivores et parfois, on l'a vu, dysfonctionnelles. Donc notre constat de départ, en fait, c'était de se dire, le gel de silice, en fait, c'est une technique qui est globalement connue, mais encore peu ou trop peu employée. Donc je sais que dans le domaine de l'archéo, en fait, c'est une technique qui est bien connue, bien maîtrisée, mais notre retour d'expérience, en fait, et on va le voir, nous faisait penser que, par contre, au sein de la communauté, dans les musées et sur l'échelle nationale, c'était quelque chose d'encore trop peu maîtrisé. Et pourtant, c'est une technique qui, en tout cas quand on a reçu le gel de silice, consomme peu d'énergie, peut-être un peu de temps humain, c'est vrai, mais elle semble prometteuse pour répondre à ces nouveaux enjeux de transition écologique auxquels on est tous un petit peu sensibilisés. Donc, l'objectif principal de ce projet, c'est d'accompagner les musées dans l'utilisation grâce à la diffusion, la rédaction d'un guide pratique et le plus pédagogique possible, adossé d'un outil numérique disponible en ligne également. Donc pour sa bonne réalisation, on a créé un partenariat. Donc c'est un projet qui est coordonné par le département de la conservation préventive du C2RMF, mais on a comme partenaire le service de la régie du musée de Cluny et un autre laboratoire dédié au patrimoine, le laboratoire du CRCC. C'est un projet qui a bénéficié d'un financement de la Fondation des sciences du patrimoine et qui nous a permis d'embaucher un chargé d'études pendant 2 ans à mi-temps. Donc pendant la première année, on a eu la chance de travailler avec Alexandre Bonnet, conservateur-restaurateur de sculpture. Et pour la deuxième année et la finalisation du projet, on a la chance de travailler avec Clémence Chalvidal, qui est conservatrice-restauratrice d'objets archéologiques. Donc la méthodologie du projet, elle s'est divisée en 4 étapes. Avant de vous les présenter, je fais juste un petit focus. Bien sûr, avant même de se lancer dans la première étape, l'enquête de terrain, il faut savoir qu'on a fait un large état de l'art et que dans le cadre de ce projet, on ne va pas réinventer des choses qui existent déjà et qui sont très efficientes. Je me dois de mentionner aujourd'hui tout le travail et tout ce qui a été publié par l'ICC depuis de nombreuses années. Ils ont mis à disposition de nombreux outils, de nombreuses fiches pratiques, etc., qui sont un socle hyper solide. Nous, ce qu'on cherchait à faire dans le cadre de ce projet, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, à l'échelle nationale, il y avait encore des freins et quels étaient les freins d'utilisation de cette technique. Donc, on a, du coup, pour répondre à cette question, on a lancé une enquête de terrain. Je vais vous la présenter. Deuxième étape, ensuite, on a sélectionné un corpus d'études pour ensuite aller vers une troisième étape d'expérimentation pour tester l'efficacité de notre corpus, mais également faire un gros focus sur le développement de méthodes de régénération du gel de silice en interne, en autonomie au sein des musées. Pour arriver à l'étape 4, c'est notre étape actuelle, peut-être la plus difficile. On est en train de se lancer dans la rédaction du guide pratique et dans la création de l'outil numérique. Donc, je vous présente d'abord cette première étape, notre enquête de terrain. Donc, c'est une enquête qui a été diffusée un questionnaire diffusé pendant 2 mois en 2024. La synthèse de cette enquête est disponible sur le site du C2RMF si ça vous intéresse, mais aujourd'hui je vais vous présenter les points principaux.
Faut savoir que pour cette enquête, on a obtenu 200 réponses et une douzaine de retours d'expérience spontanée et de volonté de bénévolat à participer au projet. Donc, ce qui nous a aussi conforté sur le choix de cette thématique et qui nous a conforté dans le fait qu'il y avait un vrai besoin pour l'utilisation de la technique. Donc, les quelques points que je voulais vous partager aujourd'hui. Dans la première partie du questionnaire, on voulait sonder le profil, enfin, on voulait voir un peu le profil des sondés. Ça nous a rassurés, les profils étaient assez diversifiés et on note que la grande majorité des répondants sont des régisseurs et des conservateurs salariés de musées. Peut-être à l'échelle nationale, les personnes les plus confrontées à l'utilisation du gel de silice. Deuxième point, on a voulu poser des questions sur la situation des institutions. D'abord, première nouvelle, mais ça c'est quelque chose, en tout cas au sein du DCP, c'est quelque chose auquel on est confronté quotidiennement, c'est que la quasi-totalité des institutions qui ont été interrogées ont des difficultés à maintenir un climat parfaitement adapté à leur collection. Bonne nouvelle, c'est qu'environ 80% de ces répondants sont équipés de vitrines, qui est un peu le principal prérequis pour pouvoir utiliser le gel de silice. Les personnels interrogés sont majoritairement sensibles aux questions relatives à la transition écologique et sont plutôt volontaires pour la mise en place de mesures qui visent à réduire leur consommation d'énergie. Mais premier frein, ils se sentent freinés par un manque de moyens et de connaissances. Et donc on a voulu aller plus loin et on leur a demandé pourquoi, à leur avis, le gel de silice n'était pas plus employé. Et la quasi-totalité des sondés connaît le principe de la technique. La majorité d'entre eux estiment que c'est une technique pertinente, mais seulement la moitié l'utilise. Et les principaux freins rencontrés ici sont des difficultés techniques, mais également un manque de compétences et un manque de moyens. Dernier volet, on a posé des questions ciblées sur l'utilisation du gel de silice toujours, et ça nous a permis de confirmer 2 points. Un, de limiter notre étude, en tout cas ce premier volet de projet, à la gestion des vitrines. On va se concentrer vraiment sur l'utilisation du gel de silice dans un contexte d'exposition temporaire ou permanente et on va laisser de côté l'aspect réserve ou cadre climatique, sûrement parce qu'ils sont mieux maîtrisés, quelque part. Et deuxième aspect, les utilisateurs favorisent un usage du gel de silice pour une humidité relative autour de 50%. Donc, c'est pour ça que notre projet va se concentrer sur des gels de silice efficaces entre 40 et 60% d'humidité relative. Le dernier point qui était intéressant de noter, c'est que de manière spontanée, dans des champs libres, les sondés ont exprimé leur volonté d'avoir accès à un guide d'utilisation complet et adapté à différents niveaux de compétences. Et donc, un autre point aussi très important pour eux, c'est qu'ils nous ont mentionné la difficulté à savoir déterminer la quantité requise, ce qui nous a là aussi conforté dans l'idée de créer un outil d'aide au calcul, le fameux outil numérique. Donc on est passé ensuite à l'étape 2, et celle de la définition, la constitution de notre corpus d'études. Avant ça, je fais un rapide point sur ce que c'est le gel de silice. Le gel de silice, c'est un hydroxyde de silicium qui se présente sous la forme de petites billes solides. Et son nom gel, ça se réfère uniquement au procédé de fabrication. C'est pour le distinguer de la silice naturelle. Et donc, donc on sait qu'il a une grande affinité avec la vapeur d'eau, c'est tout le principe de la technique. Et ça s'explique par 2 choses. D'abord, par la présence des groupes OH qui sont présents en surface de la matière. Et aussi, c'est lié à son importante porosité. Donc c'est pour ça que vous avez peut-être déjà entendu parler de gel de silice microporeux ou macroporeux. En fait, ça c'est lié aux techniques de fabrication. Les microporeux, ils vont avoir des petits pores et donc du coup c'est ce qui va donner des gels de silice qui sont efficaces à des faibles pourcentages d'humidité relative dans des plages faibles. Et les macroporeux sont efficaces à des plages d'humidité relative plus élevées. Et attention, quand on parle d'une affinité avec l'eau, on parle bien d'une affinité avec la vapeur d'eau, donc l'eau à l'état de gaz. Et il faut bien faire attention parce que la majorité des billes de gel de silice, la majorité des gels de silice éclatent ou fondent, ou ont une mauvaise réaction au contact de l'eau liquide. Il existe des références qui supportent l'eau liquide. Je n'aurai pas le temps d'en parler dans cette présentation. Il en existe très peu. Et ça, c'est sûr que c'est un véritable avantage en termes de gestion et de manipulation du produit. Mais il faut bien retenir que la majorité des gels de silice ne supportent pas l'eau liquide.
Donc, les capacités de sorption et de désorption de ces gels de silice, elles diffèrent en fonction des paramètres de fabrication et leurs propriétés hygroscopiques, elles peuvent être observées graphiquement sur des isothermes de sorption en vapeur d'eau. Donc, je vous en ai mis des exemples ici. À gauche, vous avez des courbes qui représentent la teneur en eau de différents gels de silice en fonction de l'humidité relative pour une température constante. Attention. Donc, on voit bien qu'on a des profils de courbes différents et donc on a des comportements de gel de silice différents avec des plages d'efficacité différentes. À droite, c'était juste pour vous mentionner qu'il existe un décalage entre les isothermes de sorption, donc quand le matériau absorbe de l'humidité relative, et les isothermes de désorption, quand le matériau relargue de l'humidité relative. Et ce décalage, il s'appelle hystérésis, et il sera bien à garder en tête pour tous nos calculs et notre gestion du gel de silice. Donc voilà, après ce bref petit topo, le corpus d'études. On a commencé avec un corpus d'études de 13 références. Donc 13 références de gel de silice qui avaient une bonne efficacité entre 40 et 60% d'humidité relative. 4 de ces références, c'était des références vraiment connues dans le domaine muséal. Hein. C'est les références qu'on retrouve le plus possible, le plus souvent, dans le domaine muséal. Et puis c'est aussi les références qui sont le plus vendues chez les revendeurs de notre milieu. Mais on a étendu le corpus et on a remonté un peu les filières et on a été choisir 9 références dans le domaine industriel, en remontant même jusqu'aux fabricants, qui sont majoritairement en Chine et au Japon. Et on a essayé un peu de passer au tamis, de discriminer toutes ces références en fonction de différents critères, notamment le coût, l'accessibilité des produits, la facilité de commande, les quantités minimum, etc., etc., l'efficacité des produits et leur innocuité face aux collections. Donc, on a réalisé des tests d'audit, on a mené des campagnes de techniques analytiques telles que la microfluorescence X ou la spectroscopie infrarouge pour vérifier qu'il n'y avait pas de charge ajoutée dans les gels de silice qui pouvaient avoir une interaction avec les collections. Et on a aussi réalisé nous-mêmes nos propres courbes d'isothermes de sorption grâce à une machine qui s'appelle un DVS, un Dynamic Vapor Sorption, juste pour vérifier un peu les données fournies par les fournisseurs. Et grâce à cette étape un peu d'entonnoir de discrimination, on a réduit notre corpus à 9 références. Et on est ensuite passé à l'étape 3, l'étape d'expérimentation qui était en 2 volets. Premier volet, tester l'efficacité de notre corpus, de nos 9 références. Donc là, vraiment, le but, c'était déterminer les capacités de stabilisation de l'humidité relative et les capacités tampons de nos gels de silice. Et on l'a fait en 2 temps. D'abord, on s'est concentré sur le fameux ratio quantité-volume, parce que comme vous le savez sûrement, les préconisations des fournisseurs, c'est d'utiliser le gel de silice avec un ratio de 1 kg de gel dans 1 mètre cube de volume de vitrine, etc. On le sait tous, je crois, par retour d'expérience, que 1 kg par mètre, c'est trop peu. Donc en fait, la préconisation générale, c'est de dire il faut en mettre le maximum pour allonger les temps de maintenance, allonger l'efficacité du produit sur, par exemple, une exposition temporaire. Seulement, le maximum, c'est pas toujours possible. On est souvent contraint par la quantité qu'on a à disposition et aussi par juste notre compartiment technique, sa taille, le tiroir dans lequel on peut mettre le gel de silice, etc. Donc nous, on a voulu quand même trouver le ratio quand même minimum à donner aux utilisateurs pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises pendant l'utilisation. On est arrivé, enfin pour le moment, à 2 kg par mètre cube minimum. Et avec ce ratio-là, ensuite, on a décidé de comparer l'efficacité de nos 9 gels de silice. Et comme dans la présentation précédente, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment confronter notre gel de silice, le mettre en situation, en conditions réelles. Donc on a eu la chance de pouvoir travailler dans la salle de la Dame à la Licorne au musée de Cluny. Et pourquoi on voulait travailler en conditions réelles? On voulait juste voir le comportement du gel de silice face à des variations climatiques extérieures réelles, celles d'un musée. On voulait voir l'influence du public, l'influence du jour, de la nuit, du week-end, de la semaine, etc., etc. Donc on a placé des vitrines derrière une tapisserie. Donc ça, c'est des vitrines test avec une assez bonne étanchéité. Et on a aussi placé des petites boîtes en plastique avec une étanchéité vraiment nulle dans des compartiments techniques mais ajourés. Et donc tout ce qu'il faut retenir de cette phase d'expérimentation, c'est que l'effet tampon était comparable pour toutes nos références de gel de silice. Finalement, en conditions réelles, on a vérifié la théorie et ce qu'on avait vu sur nos isothermes. Donc on a embarqué
nos 9 références pour aller dans le deuxième volet de cette phase expérimentale et là, faire un gros travail sur les méthodes de régénération. Donc les méthodes de régénération, elles servent à recalibrer le gel de silice à la nouvelle humidité relative cible souhaitée. Donc par exemple, après un long stockage de notre gel de silice dans un bidon, ou par contre, ou pour par exemple assurer une maintenance du gel de silice, ou si on doit enchaîner des expositions temporaires, une première où on devait être à 55% d'humidité relative et la deuxième à 45% par exemple. Donc pour ça, on a d'abord listé toutes les techniques déjà connues et employées. On a rappelé 21 de nos répondants au sondage qui avaient mentionné qu'ils géraient déjà leur méthode de régénération en autonomie et on a listé un peu les techniques connues. Donc on a d'abord l'ICC, bien sûr, qui nous donne certaines techniques. Donc bien sûr, la plus simple, celle de mettre le gel de silice dans une enceinte climatique. Donc ça, c'est une technique qu'on mettra dans le guide, mais c'est pas notre technique phare parce que il est très rare de trouver des enceintes climatiques au sein des musées. Enfin, en tout cas, c'est tout un système. Deuxième technique, on a c'est un peu la technique de régénération témoin, modèle. C'est la technique avec une enceinte contenant un récipient d'eau. Donc, dans une poche fermée, type poche d'anoxie, on va mettre une certaine quantité d'eau, on va étaler notre gel de silice au-dessus avec une surface spécifique la plus grande pour favoriser les échanges. On va mettre un petit capteur thermohygrométrique pour contrôler comment ça se met à l'équilibre dans cette poche. Et puis, on va attendre. C'est une technique efficace, mais qui prend beaucoup de temps, qui est très chronophage et aussi qui peut prendre beaucoup de place dans des fois des espaces qui sont contraints. Troisième technique que l'ICC nous mentionne, c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on peut faire des mélanges à sec ou des mélanges par ajustement hygrométrique. C'est-à-dire que si on a la chance d'avoir plusieurs lots de gel de silice, des secs et des plus humides, on peut arriver à les mélanger pour donner au gel de silice l'humidité relative souhaitée. Il faut savoir aussi, j'espère que je ne vais pas faire trop de publicité, mais que les fournisseurs, des fois, quand ils vendent leur gel de silice, ils proposent des protocoles de régénération, d'humidification et de séchage. Là, c'est des protocoles qui sont adaptés aux fameuses cassettes vendues de gel de silice. Et donc, après tout ce travail, cette biblio, cette recherche, on a sélectionné certaines techniques qui nous semblaient les plus adaptées et pour répondre aux besoins de tous les types de musées à l'échelle nationale, avec beaucoup de moyens, soit avec un peu moins, beaucoup de personnel, moins, etc. Il faut savoir que dans notre étude, nous, on va préconiser de commander du gel de silice en vrac et de le conditionner nous-mêmes avec des sachets, soit de Tyvek, si on n'a que ça, ou des sachets en tissu pour une démarche un peu plus éco-responsable. Donc les méthodes, on les a testées à la fois sur des petits sachets, des petites quantités de 100 grammes, mais aussi on les a testées sur des plus grosses quantités pour être plus proche des conditions réelles. Donc là, le but, c'est pas de vous présenter toutes les méthodes qu'on a testées, comparées et qu'on va mettre dans le guide, mais c'était pour vous dire qu'on avait à la fois des méthodes d'absorption, donc ce qui permet de faire monter l'humidité relative de nos gels de silice. Donc on a la fameuse méthode avec le contenant d'eau, mais on a beaucoup travaillé sur les techniques avec support absorbant. C'est-à-dire qu'au lieu que l'eau soit liquide, on la met dans un support absorbant qui va diffuser l'humidité relative. Ça permet dans certains cas, dans la plupart des cas même, de gagner du temps. Et on travaille énormément sur les techniques de désorption, ce qui est un peu le plus compliqué. C'est quand on a un gel de silice humide et qu'on veut lui faire descendre son pourcentage d'humidité relative. Le plus simple, c'est de mettre ça dans une étuve, mais bien souvent, une étuve, on n'en a pas. Donc là, on propose des techniques avec des dessicants type argile ou des mélanges de gel de silice. Et pour ça, on va proposer des formules de calcul qui seront disponibles dans le guide et qui seront aussi dans l'outil numérique et qui permettront de faciliter l'utilisation et les calculs. Voilà, très rapidement pour cette phase expérimentale. Et pour conclure, on en arrive à l'étape 4, le moment de la rédaction du guide. Donc, on a vu que pour une utilisation, il y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte. Voilà, la vitrine, la durée d'utilisation, etc., etc. Et puis, il y en a plein d'autres que je n'ai pas eu le temps de vous mentionner aujourd'hui. Mais tous ces paramètres, en fait, ils constituent la chaîne opératoire
d'utilisation du gel de silice. Et c'est cette chaîne opératoire qui sera la trame, le fil conducteur de notre guide pratique. Donc là, c'est pas le plan final, mais c'est pour vous montrer un petit peu l'organisation de ce guide et l'aspect qu'on veut lui donner, très pratique, en passant d'abord essayer d'accompagner l'utilisateur sur même la faisabilité, questionner l'utilisateur et l'orienter et lui dire si c'est pertinent ou non, dans son cas, avec sa vitrine, dans son contexte, de partir sur l'utilisation de gel de silice ou pas, couvrir toutes les étapes pour arriver même jusqu'à la fin de vie du gel de silice et comment le recycler au mieux. Et couplé à ce guide, comme je vous disais, on espère aussi publier un outil numérique pour faciliter l'utilisation et il prendra la forme de notre fameuse climatrice qui a été mentionnée un peu plus tôt. Voilà, ça sera un fichier Excel avec des petites cases à remplir et on espère que ça pourra répondre au mieux aux besoins. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Désolée, j'ai été un peu rapide pour clôturer cette journée. Sachez qu'on a sur le site du C2RMF une page dédiée au projet. Vous pourrez retrouver tout un tas d'informations, la synthèse du questionnaire et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Merci beaucoup, Maroussia. Je ne sais pas si tu entends les applaudissements. Ah non, j'entends pas. Non, bon, ben, ils sont fournis. Je voulais voir avec toi, déjà demander s'il y avait des questions dans la salle pour cette dernière intervention. Alors, on va limiter le nombre de questions parce que vous l'avez compris, on est un peu en retard sur le délai, mais on va laisser 4 questions maximum. Merci. Oui, bonjour Maroussia, c'est Marjorie Makeda. En fait, j'ai une petite question par rapport au mélange des gels de silice que tu as préconisé. Je voudrais savoir dans quelle mesure les propriétés sont conservées ou sans ça, j'ai pas très bien compris. Enfin, pour l'absorption et la désorption après. Alors, en fait, c'est pas des... Alors, on va garder... En fait, on va pouvoir préconiser si on a une même nature de gel de silice, une même référence avec 2 humidités relatives, là, on va pouvoir mélanger toutes les billes pour atteindre l'humidité relative souhaitée. Par contre, si on a 2 gels de silice pas de même nature, là, on fera plus une mise à l'équilibre dans une enceinte fermée, c'est-à-dire un petit sachet avec un gel de silice et un petit sachet avec un autre, mais on les mélangera pas pour justement... voilà, donc ça va dépendre de si on a juste, alors pardon, je ne dois pas faire de donner les noms commerciaux, mais on les connaît tous. Si on n'a que du Prosorb et qu'on en a un à 60 et un à 40 et qu'on veut se mettre à 50, là on pourra tout mélanger en suivant la formule de calcul. Par contre, si j'ai du Prosorb et de l'Arsorb, du Prosorb, du Silica Gel E, là on préconisera de ne pas mélanger et de jouer avec nos petits sachets, mais dans une enceinte fermée. Voilà, merci, c'est beaucoup plus clair. Désolée, j'étais rapide. Non ? Des questions sur cette intervention en ligne ? Est-ce qu'il y a des questions sur cette intervention ? Peut-être. Bravo, en tout cas, il nous tarde de voir le guide. Nous aussi. Non, on espère le diffuser en tout cas, dans quelques mois, on aura une première version finalisée. Et ensuite, ça va plus être du travail de relecture et de graphisme. Et donc, on espère vraiment le diffuser dans le courant fin d'année 2026. Entendu. Est-ce qu'il y a des questions en ligne, du coup ? Non ? Ok. Il y a une... Moi, je me posais une question sur la toxicité du gel de silice. Je ne sais plus si c'est d'actualité, mais à une époque, on disait que, je crois, le bleu, il devait y avoir du cobalt dedans, si je ne me trompe pas, et que c'était assez toxique. C'en est où aujourd'hui ? Alors en fait, toutes les références, elles sont de moins en moins commercialisées, voire pas du tout. Et toutes les références que je vous ai mentionnées dans notre corpus d'études, il n'y a aucun élément colorant ou charge qui pourrait être toxique. Donc maintenant, on est juste face à de la silice pure avec des micro-traces d'autres éléments, mais à l'état vraiment de traces. Et par contre, là aussi dans le guide, j'ai pas pu l'aborder, on va vraiment préconiser quand même plus pour
se prévenir des poussières, de manipuler le gel de silice avec des gants, une blouse et un masque pour se protéger des voies, un masque classique hein, pour se protéger les voies respiratoires. Mais on n'a pas du tout, dans ce qu'on va préconiser, de gel de silice avec des éléments colorants toxiques. Ça se commercialise plus, je crois. C'est bon pour vous? Ok. Bah, merci beaucoup, Maroussia, pour avoir permis cette présentation en distanciel. Et on va clôturer la journée et les JCR1 en beauté avec ce beau projet. À bientôt. Merci en vrai, on espère. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est terminé pour ces premières nouvelles JCR1. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, nous, on était ravis de vous avoir ici. C'est pas complètement terminé parce qu'en fait, on a apparemment relancé la machine. On a des collègues qui sont prêts à reprendre le flambeau. Alors, on cherche Tiffaine des yeux. Voilà, si tu veux venir avec Caroline, je sais pas où elle est. Elle est partie, Caroline. Alors, c'est toi seule, Tiffaine, qui va prendre la suite. Donc, on vous attend fin 2027 à Toulouse. Le laboratoire Materia Viva organisera les journées, les JCRA. On n'a pas encore de thème, on est en réflexion. Mais en plus, là, j'ai envie de dire que les 2 journées ont peut-être ouvert d'autres choses. Donc voilà, on reviendra prochainement vers vous. Mais on vous attend à Toulouse fin 2027 avec grand plaisir. Voilà. Super nouvelle. Concernant la suite de ces JCRA, on va préparer la publication qui sera uniquement en ligne avec les présentations que vous avez eues, la diffusion aussi des captations vidéo des interventions et puis le livret qui sera aussi disponible en ligne en téléchargement libre. Voilà, ça c'est pour la diffusion scientifique et aussi pour l'information des personnes en distanciel. Il y avait près de 70 personnes qui nous ont suivis sur les 2 journées pour votre information. Donc un beau succès. Alors, ce n'est pas fini pour tout le monde parce qu'il y a encore des temps d'atelier, hein, on en a parlé. Ce qu'on va faire, si vous voulez bien, c'est se retrouver au niveau du café. Vous laissez vos badges en sortant et en partant, on les récupérera. Vous verrez, il y a une table où vous pouvez les déposer. Et au moment, après le petit café, on redistribuera les 3 groupes. Et ce n'est pas fini non plus pour le musée d'Aubray et Grand Patrimoine de Loire-Atlantique. Juste pour votre information, qu'il va bientôt y avoir les journées RIGMA qui vont se tenir ici en mars, le 19 et 20 mars. Je crois que c'est presque plein, il me semble, si jamais ça vous intéresse. Mais RIGMA, c'est le réseau des gestionnaires de mobilier en archéologie. Et la thématique, c'est la documentation en archéologie, la gestion de la documentation en archéologie. Et je crois que j'ai terminé. Il me reste à remercier le comité scientifique. Vous pouvez réapplaudir encore pour son travail à nos côtés. Voilà. Et un spécial grand merci au chargé, vous pouvez venir, Agapier Michael, s'il vous plaît, parce que sans vous, on n'aurait pas eu de pause repas, on n'aurait pas eu de badge. Voilà. Et Charlotte et Laurine, mais je ne sais pas où elles sont. Donc les chargés d'organisation qui ont été notre cheville ouvrière pour vous permettre d'avoir tout le confort pour ces journées. Voilà. Merci à toutes et à tous.